Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série consacrée à la transition énergétique. Et c'est quoi la grande question du jour? Eh bien, nous allons creuser la question des éoliennes et des terres rares. Creuser. C'est une question qui revient régulièrement et elle est d'autant plus importante que les éoliennes, on le vend en poupe si j'ose dire. Ouais, facile. Je sais, mais c'est vrai que les éoliennes représentent aujourd'hui en France environ 26% de notre production d'électricité renouvelable. Certes, derrière l'hydraulique, mais nettement devant le photovoltaïque et les bioénergies. Et ce n'est pas fini. Avec le déploiement des parcs éoliens offshore, c'est-à-dire en mer, l'énergie éolienne pourrait devenir la première source d'électricité en France en 2050. Et alors, où veux-tu en venir? Eh bien, les éoliennes font régulièrement l'objet, disons, de polémiques, les accusant d'utiliser beaucoup de terres rares extraites et produites par des procédés très polluants. Ce qui pourrait leur mettre un coup dans l'aile. Comme tu dis, et freiner la transition énergétique. Alors, qu'en est-il vraiment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Tout d'abord, une précision de langage qui a son importance. Les terres dites rares, contrairement à ce que leur nom indique, ne sont pas rares. Rien à voir avec l'or ou l'argent. Certaines sont en réalité aussi abondantes dans la nature que d'autres métaux, comme par exemple le cuivre ou le nickel. Pourquoi on les appelle comme ça alors? Bonne question, je vais y venir. Mais d'abord, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce que l'on appelle les terres rares sont des éléments chimiques, des métaux présents dans la nature. Il y en a 17 exactement. Ils sont tous inscrits au tableau périodique des éléments, vous savez, la fameuse table de Mendeleïev. Alors, il y a le scandium, l'yttrium et la famille des 15 lanthanides, comme par exemple le terbium, le dysprosium ou le néodyme. Tous ces éléments sont très présents dans la croûte terrestre et on n'en manque vraiment pas. Donc pour répondre à ta question, bah oui, pourquoi on les appelle comme ça? Si on les appelle terres rares, c'est parce que dans une quantité de minerais que l'on extrait, leur concentration est très faible. Elles sont souvent sous forme de traces ou en toute petite quantité et en plus, elles sont assez difficiles à séparer du reste du minerai. Donc quand on parle de terres rares, c'est un peu trompeur. C'est vrai que leur nom est ambigu, mais elles ne sont pas rares au sens propre du terme. En fait, on a énormément de mal à évaluer les réserves mondiales. Déjà parce que les plus gros producteurs, et notamment la Chine, ne donnent pas vraiment de chiffres sur leurs réserves. Et puis, on découvre de nouvelles ressources en permanence. Par exemple, très récemment, des scientifiques japonais ont annoncé avoir découvert dans l'océan Pacifique, à environ 2000 km au sud-est de Tokyo et par 5000 mètres de profondeur, un immense gisement estimé à 16 millions de tonnes de terres rares, ce qui représenterait jusqu'à 7 ou 8 siècles d'approvisionnement mondial. Bon bah, si elles ne sont pas si rares que ça, où est le problème alors? Eh bien le problème, c'est qu'elles sont sales et stratégiques. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Disons que les conditions d'exploitation et de production des terres rares posent de sérieux problèmes d'environnement. Bah oui, parce que pour avoir une mine exploitable, il faut déjà déboiser, détruire la végétation et excaver des milliers de tonnes de minerais, ce qui produit évidemment beaucoup de déchets miniers et parfois même des pollutions radioactives. Et oui, quand les gisements contiennent par exemple du thorium ou de l'uranium. Et puis, la phase de séparation des terres rares nécessite l'utilisation de produits chimiques, de solvants et d'acides. Et forcément, ces produits toxiques s'infiltrent dans les sols et polluent les nappes phréatiques. Sans oublier les conséquences sur la santé des ouvriers et des habitants, je suppose. Évidemment, donc rien de bon, ni pour l'environnement, ni pour les personnes
qui travaillent dans ces mines ou qui vivent à proximité. Résultat, eh bien, les pays industrialisés qui possèdent des gisements de terres rares ont progressivement abandonné leur production en raison des contraintes environnementales, mais aussi du coût de production élevé. Et c'est ainsi que la Chine se retrouve aujourd'hui en situation de quasi-monopole et qu'elle contrôle environ 90% de la production mondiale. Et donc, eh bien, elle fait la pluie et le beau temps. D'ailleurs, lors du récent conflit commercial sino-américain, la Chine a menacé les États-Unis de couper les approvisionnements en terres rares, ce qui aurait été une véritable catastrophe pour de nombreuses entreprises américaines. Je comprends mieux pourquoi tu parles de métaux stratégiques. Oui, car les terres dites rares sont devenues omniprésentes dans toutes les nouvelles technologies que nous utilisons. Nos téléviseurs, nos ordinateurs, nos disques durs, nos ampoules à basse consommation, nos voitures, nos batteries rechargeables. Celle de mon smartphone aussi, bien sûr. Et on utilise aussi les terres rares dans l'industrie du pétrole, du métal, du verre, du nucléaire et effectivement dans certaines éoliennes. C'est vrai que ça fait tâche pour une énergie qui se dit propre. C'est vrai. Mais il faut bien reconnaître que les terres rares offrent aussi des propriétés exceptionnelles. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elles sont très convoitées. Par exemple, certaines d'entre elles ont des propriétés magnétiques qui ont permis de développer ce que l'on appelle des aimants permanents très performants que l'on retrouve aujourd'hui par exemple dans des moteurs électriques ou dans les générateurs de certaines éoliennes. Alors sans rentrer dans les détails techniques, ces aimants permanents à terres rares ont plusieurs avantages par rapport aux électroaimants à bobinage de cuivre généralement utilisés dans les éoliennes. Alors en particulier, ils ont un meilleur rendement, ils sont moins lourds et moins volumineux, ils ont une durée de vie plus longue et ils demandent moins d'entretien et de maintenance. Alors c'est tout bénef pour les fabricants d'éoliennes? Bah oui et non, parce qu'en même temps, les aimants permanents ont deux inconvénients majeurs. Un, ils utilisent des terres rares extraites de façon polluante, et ça, par les temps qui courent, ça fait tâche. Comme tu dis, surtout pour une énergie renouvelable. Et deux, l'approvisionnement et le prix des terres rares dépendent beaucoup de la bonne volonté de la Chine. Et forcément, eh bien ça fait peur aux fabricants d'éoliennes. Tenez, en 2011 par exemple, la Chine s'est mise à imposer des quotas d'exportation, ce qui a provoqué une baisse de la disponibilité des terres rares de l'ordre de 40%, c'est énorme. Et les prix de certaines terres rares ont été multipliés par 100. Donc si on se résume, les terres rares posent un problème, non pas parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles sont polluantes et que la Chine en détient le monopole. Oui, enfin, en grande partie. Et la conséquence, à ton avis, c'est quoi? Eh bien, ça pourrait freiner la transition énergétique. C'est ce qui se dit parfois, mais attention, il faut nuancer tout cela. Les chercheurs n'ont pas dit leur dernier mot. Comment ça? Tu vas comprendre, mais d'abord remettons les pendules à l'heure. Les éoliennes sont parfois pointées du doigt pour leur prétendue consommation importante de terres rares. C'est vrai, certains modèles en utilisent, mais selon une note de l'ADEME de novembre 2019, donc c'est tout récent, en France, seulement 3% des éoliennes terrestres utilisent des terres rares. Et il se trouve que notre parc éolien est essentiellement terrestre. Et dans les années à venir, toujours selon l'ADEME, ça ne devrait pas changer. Bravo la France! Oui, enfin, cocorico avec un bémol quand même. Parce que dans les années à venir, ce sont les parcs éoliens offshore, c'est-à-dire en mer, qui vont se développer. Et les éoliennes offshore utilisent, pour beaucoup d'entre elles, des aimants permanents avec des terres rares. Car on l'a vu, ces aimants permettent de réduire les coûts et les opérations de maintenance et aussi la masse des éoliennes, donc la taille de leur fondation. Et en mer, c'est très important. Mais bon,
Le rapport de l'ADEME souligne aussi que l'éolien en mer devrait rester minoritaire dans les années et décennies à venir, c'est-à-dire moins de 20% du marché global de l'éolien vers 2030. Oui, mais quand même, il faudrait peut-être trouver des solutions. Oui, et ça c'est le travail que mènent les scientifiques. La première piste consiste à mettre au point de nouveaux matériaux pour diminuer l'usage des terres rares ou même les remplacer. Par exemple, une éolienne utilisant des génératrices avec supraconducteurs a été installée en 2019 au Danemark. Cette technologie pourrait permettre d'utiliser jusqu'à 100 fois moins de terres rares. Des essais ont également été réalisés par une société anglaise pour fabriquer des aimants permanents à partir de ferrite, donc sans aucune terre rare, et les premiers tests semblent concluants. Ok, et à part ça? Eh bien, l'autre piste intéressante, c'est le recyclage. Comment ça? Bah oui, avec les montagnes de déchets technologiques et électroniques que nous jetons, disques durs d'ordinateurs, moteurs électriques, haut-parleurs, smartphones, batteries et j'en passe, on pourrait récupérer les terres rares qu'ils contiennent pour les réutiliser. D'après une étude du BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière, en France, seulement 1% des terres rares est aujourd'hui recyclé. Le BRGM mène donc des recherches pour améliorer le recyclage. Et ce n'est pas le seul d'ailleurs. D'autres organismes de recherche, notamment européens et japonais, se sont lancés dans l'aventure. Alors évidemment, il faudra que les procédés de recyclage soient respectueux de l'environnement et compétitifs face à la production minière, mais les recherches avancent. Eh bien, c'est plutôt rassurant tout ça. Disons qu'on ne reste pas les bras croisés et la transition énergétique avance plutôt dans le bon sens. Et puis, pour conclure, on peut rappeler que l'ADEME a calculé les émissions de gaz à effet de serre des éoliennes sur l'ensemble de leur cycle de vie, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières premières jusqu'à leur fin de vie. Résultat, l'éolien terrestre émet 12,7 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Pour une éolienne offshore, c'est 14,8 grammes. Par comparaison, le nucléaire émet 16 grammes de CO2 par kilowattheure et le mix français, c'est-à-dire toutes les sources d'électricité confondues, se situe pour sa part à 87 grammes de CO2 par kilowattheure produit. D'accord. Et les centrales au gaz, au pétrole, au charbon? Alors là, je ne vous en parle même pas. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les éoliennes et les terres rares. Je vous dis à très bientôt et bon vent!